Mercredi 28 novembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. 28 novembre 2011, 28 novembre 2018, voilà 7 ans que le Niger dispose d'une société de raffinage du pétrole installée dans la région de Zander-Soraza. 7 ans après le début de la production, les Nigériens sentent seulement l'odeur. À cette occasion, nous avons tendu nos micros à quelques citoyens pour exprimer leur ras-le-bol, leur réaction dans ce reportage signé Nefissa Zakou et Halidou Bourema. Le Niger est rentré en plein pied en novembre 2011 au rang des pays producteurs du pétrole avec l'implantation de la Soraz, société de raffinage du pétrole en collaboration avec une société chinoise, la CNPC. Ce qui a suscité une lueur d'espoir chez les Nigériens qui payaient déjà le litre d'essence à moins de 500 francs à la pompe, mais très malheureusement, 7 ans après, le carburant au Niger est encore devenu plus cher et a tué tout espoir de s'épanouir des retombées du pétrole. L'attente la plus importante était qu'avec cette production du pétrole, le prix au moins à la pompe des hydrocarbures serait quand même à la portée de tous les citoyens, parce que tout simplement les hydrocarbures font partie intégrante donc de sources d'énergie et que les gens avaient beaucoup espéré et compté sur le fait que les prix seraient très bas et ça permettrait quand même à la production énergétique de devenir aussi moins chère. Et ce qui aurait garanti une production importante en matière industrielle. Donc ce qui fait que finalement, c'était vraiment la déception et la désolation. La Soraz ne répond pas à l'aspiration du peuple. 7 ans, les Nigériens achètent un litre à 540 francs. Je pense que c'est beaucoup. Globalement, rien n'a changé. On peut dire même que c'est comme si on ne produit pas le pétrole. Dans la mesure où on a des coupures. On a des coupures intempestives de production de gaz. Souvent, les clients ne savent pas à quelle scène se vouer, bien que d'autre part, c'est subventionné par l'État. Mais dans la globalité, à cette date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la Soraz ne répond pas aux attentes des Nigériens. Une situation qui rend plus perplexe plus d'un Nigérien et demande aux autorités de revoir cet état de fait. S'il y a un appel à lancer, c'est un droit des autorités pour quand même qu'ils revisent cette politique des prix au niveau surtout du prix à la consommation. Les taximans qui sont en grève, il faut les soutenir. C'est une cause publique. Vraiment, c'est salutaire s'ils demandent de réduire les prix. L'État doit voir, dans la mesure du possible, pour créer des mesures d'accompagnement, afin que le transport soulage et que ça soulage donc les populations. Si on ne peut pas réduire jusque-là le coût de l'essence, peut-être qu'on trouve un moyen de soulager un peu les fonctionnaires ou tous ceux qui se déplacent au quotidien. Peut-être c'est de trouver vraiment des bus qui vont un peu soulager les gens et peut-être avec les bus le coût sera moindre. Il revient donc aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la population puisse bénéficier de ce pétrole et de ses retombées. 3 syndicats de conducteurs de taxis de Niamey, à savoir le Synco Taxi, le Sinakota et le Syncota, ont profité de ce jour anniversaire de l'inauguration de la Soraz pour faire d'une pierre deux coups. Observer une grève de 24 heures pour exiger des autorités la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe, mais aussi dénoncer un certain nombre de comportements qui, selon eux, ternissent l'image de leur métier. Reportage Ismaël Momouni et Aboukar Souley. Arrêt de travail de 24 heures décrété par le collectif des syndicats des conducteurs de taxis, à savoir le Synco Taxi, le Syncota et le Sinakota. Visuellement, cette grève n'est pas effective. Pour cause, manque de cohésion entre les syndicats. C'est ce qui a amené ces conducteurs à ne pas respecter le mot d'ordre. Muna nan ga aiki ne tunda sandika su ne basu nan ga wafuku cikin juna. Basu son juna da sandika biyu. Nous travaillons, car à leur niveau, les syndicats sont divisés. Ils ne sont pas unis.
C'est pourquoi nous n'avons pas le courage de répondre à leur mot d'ordre. Pour les initiateurs de ce mouvement, c'est juste un sabotage orchestré de la part de leurs adversaires. Nous sommes satisfaits à 80% et nous remercions nos camarades qui ont suivi sur notre mot d'ordre. Effectivement, il y avait eu beaucoup de tentatives de démobilisation, d'information et d'intox. Et ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait à juste titre. Parce que c'est des gens qui sont dans des syndicats depuis 40 ans, depuis 84 pour certains, qui ont fait du syndicalisme un gagne-pain. Ils n'ont aucune activité en dehors du syndicat. Et c'est dans cette activité qu'ils ont trouvé beaucoup de moyens de raquettes des taximans. Donc ces gens voient leur mort à travers notre grève. Ils voient leur disparition à travers notre grève. Et ce qui les étonne, c'est que la prise de conscience des taximans. Bien sûr, ils ont des moyens pour communiquer, pour désinformer, désintoxiquer. Mais je pense que ça ne va pas durer parce que bon nombre de taximans ont commencé à comprendre. Nous allons continuer à sensibiliser les camarades qui sont gagnés par ces communiqués et qui n'ont pas d'autres moyens de s'informer et qu'ils ne sont que servis par les médias. Nous allons continuer davantage à les sensibiliser. Néanmoins, les initiateurs de la grève se disent satisfaits et remercient tous ceux qui ont observé la grève et invitent par la même occasion tous ceux qui n'ont pas observé la grève de leur emboîter le pas pour le prochain mouvement tant que les autorités en charge des transports refusent de satisfaire leurs doléances. Intéressons-nous à présent l'échiquier syndical national fort jadis d'une seule et unique centrale syndicale qui se compte de nos jours par dizaines. La politique s'est-elle invitée dans le syndicalisme avec l'avènement de la démocratie au Niger? Élément de réponse dans ce reportage signé Adam Soumana et Saroudoumi. Créés à l'origine pour, dit-on, défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs qui constituent leurs militants, les syndicats, voire centrales syndicales, étaient indéniablement dans toutes les luttes visant l'instauration et ou sauvegarde de la démocratie au Niger. Toute chose qui paraissait normale car les militants de ces syndicats se trouvent être des citoyens à part entière. Cependant, nombreux sont les concitoyens à avoir de nos jours un autre regard sur le militantisme syndical au pays. Il faut faire la part des choses entre syndicalisme et militantisme politique. Parce qu'aujourd'hui au Niger, la situation que nous vivons, c'est qu'il n'y a plus de syndicalisme. Le syndicalisme est mort. Et ceux qui se disaient syndicalistes, à l'épreuve des faits, ce n'est que des petits militants d'un parti qui n'a d'ambition que transformer le peuple nigérien en esclave. Ils ont été recrutés, il faut leur dire, ils ont été retournés par l'appareil au pouvoir, par le pouvoir en place, qui fait de leurs militants. Et ceux qui se disent, ils ont des décrets, ils auraient des décrets. Donc du coup, ils se taisent, ils s'en foutent de la cause pour laquelle ils sont à la tête de ces centrales syndicales ou bien à la tête de ces syndicats-là. C'est vrai, ce n'est pas tous les syndicalistes, il faut faire la part des choses. Vous avez attendu une seule déclaration défendant leurs militants parce qu'on ne peut pas dissocier la cause syndicale de la cause citoyenne. On ne peut pas les dissocier, c'est clair, la grande majorité, je le répète, la grande majorité des centrales syndicales ont démissionné du point de vue. Ils ont livré leurs militants à la paupérisation, à la misère, à tout ce qui est nuisible, qui les rend vulnérables. Et même le problème sérieux d'insécurité, parce que c'est tous les Nigériens qui sont insécurisés. Et les syndicats ont l'obligation d'interpeller l'État par rapport à cette question de sécurité, pour rassurer les travailleurs, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils aillent au travail, parce que quelque part c'est des travailleurs contenus, c'est des travailleurs qui travaillent dans l'insécurité totale, c'est des travailleurs qui sont abandonnés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Mais malheureusement, on n'entend rien. Ainsi, si cette situation s'avère vraie, l'on est en droit de se demander s'il existe une alternative permettant d'affranchir les militants syndicaux nigériens. Moi, j'invite les militants à se révolter, à s'affranchir de la tutelle de leurs syndicalistes, de leurs leaders syndicaux, qui se disent que ce sont des corrompus, ce sont des achetés, ce sont des vendus, ce sont des réactionnaires.
C'est la seule réponse et le seul traitement à réserver. Et qui ne compte plus sur ces responsables à la langue mielleuse qui saisissent toutes les occasions pour venir tenir un discours qui ne défend pas du tout leur cause, mais qui défend leur propre cause. C'est-à-dire la cause des militants n'est pas du tout défendue. Donc il faut que les militants sachent aujourd'hui, ceux qui sont dans l'enseignement, dans l'aide, dans la santé, ou bien qui sont dans d'autres secteurs, qui sachent que les syndicats ou bien les centrales, la majorité d'entre elles ne les défendent pas. Ils défendent leurs responsables là, ils défendent une cause qui vise à les asservir davantage. C'est tout. Accusés à tort ou à raison de complicité avec le régime, les leaders syndicaux nigériens actuels doivent œuvrer pour gagner la confiance de ceux qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui et au-delà de l'ensemble du peuple nigérien. À méditer. L'ONG Femmes, Action et Développement FAD a entrepris une caravane de sensibilisation sur le maintien de la jeune fille à l'école. Cet après-midi, c'est le lycée Issa Korombe de Niamey qui a reçu les responsables de l'ONG et l'initiatrice de la caravane financée par le projet Voice. Faisons le point avec Asma Oseidou et Chebou Guissou. C'est conformément au décret présidentiel et de la droite ligne de sa mission que l'ONG Femmes, Action et Développement s'active et multiplie les rencontres pour sensibiliser l'opinion sur l'importance de protéger, soutenir et accompagner les filles en cours de scolarité. Cette activité d'audience publique d'information vise à vulgariser le décret auprès des élèves, filles et garçons, auprès des parents d'élèves et également auprès des encadreurs de ces établissements. Parce que ce décret, je vais rappeler l'article 10 du décret qui est mon préféré, qui demande à ce que toute personne qui est informée d'un acte susceptible d'entraver l'éducation de la scolarité de la jeune fille doit informer et dénoncer cet acte. Donc l'intérêt de ce genre d'activité, c'est que les jeunes filles aient connaissance des dispositions qui sont prises par l'État du Niger pour accompagner leur scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans, mais également que les garçons et tous ceux qui peuvent, et parents, tous ceux qui peuvent poser des actes susceptibles d'entraver l'éducation de la jeune fille, qu'ils en aient connaissance, qu'ils sachent que désormais il y a un texte qui veut pallier à tout cela. Présente à cette cérémonie, la directrice de la scolarisation de la jeune fille salue l'initiative tout en rappelant le sens d'un tel décret. Ma conviction, c'est qu'il faut amener les filles à parler entre elles et il faut parler avec les filles. Quand la fille se sent en sécurité, quand elle comprend, on aura gagné. Ça veut dire qu'elle peut avoir le ferme engagement de dire que moi je vais aller le plus loin possible. Et c'est ça l'objectif, c'est ça l'intérêt du décret. Le droit à l'éducation, c'est vrai, il couvre l'ensemble, parlant des élèves, l'ensemble des enfants, y compris ceux qui ne sont pas à l'école. Mais ceux qui sont et celles qui sont déjà à l'école, je pense que la priorité c'est de les maintenir et de les pousser à aller le plus loin possible en commençant par ces filles-là. Et c'est ça que l'ONG FAD est en train de faire. Et de mon point de vue, les autres doivent emboîter le pas. Les jeunes filles, elles se réjouissent de l'effort fourni par FAD quant à l'épanouissement de la jeune fille. J'ai retenu beaucoup de choses, surtout ce qui concerne la scolarisation de la jeune fille, comme c'est le thème principal. Donc ici, j'ai appris qu'il y a un décret même qui est mis en place, l'État, les engagements que l'État a pris, bien qu'auparavant je ne savais pas. C'est aujourd'hui j'ai appris que l'État a pris des décisions ou des engagements pour faire des trucs, des choses sur la scolarisation de la jeune fille. Vraiment, j'ai appris pas mal de choses. Pour accompagner la jeune fille, premièrement, il faut régler les problèmes qui empêchent la fille d'aller à l'école. C'est la principale des choses qu'on devrait faire. Et après, s'il y a des questions de pauvreté ou des trucs qui concernent les parents, il faut les sensibiliser. Et le côté enseignant, c'est lui qui commet un acte qui est un peu inégal, donc on devrait le sanctionner sévèrement pour que les autres ne puissent pas reprendre la même chose. Il faut noter que cette cérémonie de sensibilisation d'une journée est initiée par l'ONG Femmes, Action et Développement FAD et se poursuivra dans les autres arrondissements.
Rendons-nous directement dans la région de Difa. Là-bas aussi, c'est pour parler de l'éducation. Dans cette localité où nous avons séjourné, nous nous sommes intéressés aux réalisations faites par l'UNICEF avec l'appui de ses partenaires. Nous proposons aujourd'hui un zoom sur le projet financé par le gouvernement japonais sur l'accès à une éducation et une formation professionnelle de qualité. Une façon de contribuer à la stabilisation de la paix par l'éducation et la protection de l'enfant. Reportage. Consolider la paix à travers l'éducation, la formation professionnelle et la protection des enfants et jeunes, c'est l'objectif d'un projet dans la région de Difa financé par le gouvernement japonais qui doit concerner environ 4800 enfants. Ainsi, 14 centres d'éducation alternative à titre exceptionnel ont été créés au niveau de la région. C'est l'exemple de celui de Gagamari, à 25 km à l'ouest de Difa, qui accueille 39 élèves déscolarisés, composés des réfugiés, des déplacés internes et des autochtones. C'est un centre qui prend en charge des élèves déscolarisés afin de les récupérer et les intégrer dans d'autres centres comme le CFM avec le temps. Et ce centre de Gagamari compte aujourd'hui un effectif de 39 élèves pour ce matin. Mais l'effectif varie selon le jour, puisqu'il y a des élèves, des réfugiés, il y a des déplacés internes, il y a des retournés et des autochtones. Il y a n'importe quelle catégorie. Le plus gros lot sont des réfugiés. Sont des réfugiés venant le plus souvent du Nigeria. Ici, les maîtres prennent tout leur temps et de sérieux pour bien expliquer aux élèves. Ici, souvent, ce sont des cours en langue qu'ils font. Et ça présente beaucoup sur les mathématiques encore. Il y a des difficultés, beaucoup même de difficultés. Puisque la première difficulté, c'est quoi? C'est le manque de classes. Nous sommes en train de diminuer les cours de CM pour les céder une classe. Secondo, c'est le problème d'eau. Maintenant, après la clôture, là, même pour s'approvisionner en eau, c'est un problème. Maintenant, ils sortent les murs pour aller prendre de l'eau. Et quand ça sera clôturé, ça sera l'été maintenant avec le temps. À quelques kilomètres de cette école alternative de Gagamari se trouve le centre de formation de jeunes de Chetimari. Quelques 2000 jeunes, tous sexes confondus, sont ciblés pour être formés sur des métiers porteurs. La transformation agroalimentaire, la fabrication des produits cosmétiques, l'installation et l'entretien des panneaux solaires, entre autres. Nous avons appris la préparation de l'encens et autres dérivés. On nous a formés pendant 3 semaines. C'est très utile pour nous. Avant, nous ne faisons rien. On est là les bras croisés. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous arrivons à subvenir à nos besoins. On a formation. J'ai suivi une formation en réparation et installation des antennes. Après la formation, ils nous ont dotés en matériel de travail. Seulement, ici chez nous, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est timide, mais vraiment cette formation est très bénéfique pour moi. Au total, 44 800 personnes, dont des enfants et des femmes, vont bénéficier de cette formation et autres activités qui contribueront sans nul doute à la stabilisation sociale et à la consolidation de la paix par l'éducation et la formation professionnelle grâce à l'appui du gouvernement japonais. Vous suivrez donc la suite de nos séries de reportages dans la région de Difa financées par l'UNICEF et ses partenaires dans nos prochaines éditions et dans d'autres secteurs. Pour finir de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous. Audio Jungle.